Anne. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous présenter des plantes sauvages que vous pouvez cueillir vous-même directement en nature et intégrer dans votre cuisine. Les plantes sauvages sont vraiment présentes et abondantes autour de nous, que ce soit dans nos boisés, dans les sentiers forestiers, en bordure des chemins, dans des milieux ouverts, même dans notre pelouse. À tous les jours, on croise plusieurs plantes comestibles et médicinales qu'on peut utiliser dans notre cuisine ou au niveau médicinal aussi. Aujourd'hui, je veux vous présenter des plantes printanières, en fait, que j'ai cueillies ce matin avant d'arriver. Des plantes printanières qui sont comestibles et ou médicinales. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes sauvages peuvent se cueillir du printemps jusqu'à l'automne. Fait qu'on a vraiment une abondance de plantes pendant toutes ces saisons-là. Dépendamment de la plante, il y a certaines plantes qui se cueillent plus au printemps, donc ils font leur cycle de vie assez rapidement, environ 2, 3, 4 semaines. C'est à ce moment-là qu'il faut les cueillir. Il y a d'autres plantes ensuite qu'on cueille plus tout au long de l'été, d'autres plantes juste à l'automne. Ça veut dire que dans le fond, vraiment du début jusqu'à la fin, on a vraiment une belle abondance de plantes. Mais là, aujourd'hui, on se concentre sur des plantes printanières que vous pouvez vraiment cueillir directement en ce moment, en fait, cet après-midi, en allant en nature. Je vais vous présenter certaines plantes qui sont plus abondantes, d'autres plus typiques de certains milieux. Fait que je vais vous présenter aussi leur habitat et comment les identifier, puis des idées pour les intégrer dans votre vie finalement, de façon quotidienne même. Donc voilà, on commence avec le tussilage. Son nom français complet, c'est le tussilage pas d'âne. Le tussilage, c'est une plante que j'aime beaucoup parler parce qu'elle est hyper abondante. Puis souvent, les gens, ils la reconnaissent au printemps parce que c'est la première fleur qu'on voit dès l'arrivée du printemps. C'est une fleur qui est vraiment très belle, qui est jaune. Beaucoup disent que ça ressemble au pissenlit. Donc, je vous la montre ici. Voilà. Ici, je vous montre en premier ses fleurs. Voilà. Donc, un petit peu plus petite que la fleur du pissenlit quand même. Puis aussi, ils arrivent vraiment avant le pissenlit. Ils sont beaucoup plus hâtifs finalement que le pissenlit. Ils sont arrivés cette année assez tôt, je dirais fin avril. Ils étaient déjà là. Puis là encore, il en reste beaucoup moins, mais il en reste encore un petit peu. Donc, le tussilage, son habitat, comme je disais, c'est un habitat vraiment milieu ouvert, très sec, bordure de chemin, bordure de sentiers forestiers, bordure de routes également. C'est une plante vraiment qui a besoin de lumière pour pousser. Donc, le tussilage, pour bien l'identifier, comme je disais, c'est une fleur qui ressemble au pissenlit, une fleur jaune qui est composée. Et également en fait, c'est ça, c'est dans la même famille que le pissenlit. C'est pour ça que c'est une plante que plusieurs trouvent qui ressemble. Pour l'identifier aussi sur sa tige ici, on peut voir, on dirait des petites feuilles sur sa tige ici. Quelque chose d'autre aussi qui est très particulier du tussilage, c'est que cette plante-là sort sa fleur avant la feuille, ce qui est bien particulier parce que, comme vous savez, la plupart des plantes, au début, il y a les jeunes pousses, puis la tige et les feuilles, et ensuite la fleur. Mais le tussilage, elle fait ça à l'envers, on dirait. Elle sort vraiment ses fleurs et ensuite ses feuilles. Ce qui est particulier aussi pour le tussilage, c'est qu'elle a une tige florale et une tige, donc une tige avec sa fleur, et une tige à part avec ses feuilles qui arrivent ensuite, comme je disais. Ici, je vous montre ses feuilles. Peut-être que vous les avez remarquées en ce moment, en bordure des chemins. Voilà. Donc, ces feuilles, ils deviennent rapidement caoutchouteuses, sont assez épaisses et ils ont un petit duvet blanc dessus aussi. Puis, ils ne poussent jamais très, très loin ici des fleurs de tussilage. Donc là, en ce moment, on peut les voir un peu en même temps, mais les fleurs sont vraiment en train de terminer et là, les feuilles sont présentes. Donc maintenant, le tussilage, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, le tussilage? Le tussilage, on peut l'utiliser de plusieurs façons. C'est super intéressant. Les fleurs, on peut les utiliser fraîches, en salade. Donc, on peut prendre la fleur directement comme ça ou juste les pétales pour les mettre dans une salade fraîche comme ça.
On peut aussi les faire cuire. Donc, on peut prendre les fleurs comme ça ou les boutons de fleurs, là, avant qu'ils deviennent en fleurs, et on peut les faire revenir à la poêle dans du beurre, par exemple. C'est vraiment super délicieux, puis la texture est intéressante aussi. La tige aussi, on peut l'utiliser. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, là, en salade ou revenu dans la poêle, la tige peut s'utiliser comme ça. Donc, on pourrait laisser la tige avec la fleur. On peut aussi juste utiliser la tige comme un peu des asperges, si on peut dire qu'on peut faire revenir dans la poêle. La texture est super intéressante, c'est juteux, aromatique et un petit peu sucré. Donc, c'est très intéressant. Et le tussilage, comme je disais, c'est super abondant. Donc, c'est ce qui est le fun avec cette plante-là. Pour le tussilage, on peut aussi, les feuilles que je vous ai présentées tantôt, on peut aussi les utiliser. Donc, les feuilles, ce qui est intéressant, quand elles sont jeunes, on peut les utiliser en salade crue, en les coupant en petits morceaux. Quand ils vieillissent un petit peu, ils deviennent un petit peu plus caoutchouteuses. Quand ils deviennent caoutchouteuses, ils sont encore comestibles sans problème, ce qu'on peut faire, c'est les mettre dans des plats mijotés, comme on pourrait faire, par exemple, avec une feuille de laurier, par exemple, dans un plat mijoté, dans un bouillon, par exemple. Donc, à ce moment-là, on n'a plus le côté caoutchouteux de la feuille nous dérange plus, puis ça amène de la saveur au plat aussi. Le tussilage, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'au niveau médicinal, c'est une plante qui est utilisée depuis très longtemps pour la toux. Donc, quand on a la gorge irritée, c'est une plante qui est antitoussive. Donc, on peut l'utiliser en infusion, par exemple. Donc, on dépose de l'eau chaude sur soit les feuilles, soit les fleurs, un ou l'autre. Et ça fait une infusion qui est très bonne au goût aussi et qui nous accompagne en cas de toux, comme je disais. Donc, voilà pour le tussilage. Je compléterai avec le tussilage en disant que c'est une plante qu'on peut utiliser sans problème, mais de façon modérée. Donc, pas en très grande quantité ou sur du long terme, parce que le tussilage contient un alcaloïde qui peut, avec le temps, créer des dommages au niveau du foie. Mais quand on en prend en petite quantité comme ça dans nos salades, comme ce que je viens de vous expliquer, il n'y a absolument aucun danger. Et c'est une plante en plus, comme je disais, qui est présente seulement une courte période. Donc, c'est difficile d'en abuser sur le long terme aussi, quand on l'utilise fraîche surtout. Donc, voilà pour le tussilage. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un arbre que beaucoup de personnes connaissent, qui est très, très, très abondant. Donc, j'imagine que tout le monde le reconnaît. C'est le sapin. Son nom complet français, le sapin baumier. C'est le seul sapin qu'on a ici au Québec. Donc, le sapin baumier, comme je disais, son habitat, il est très, très abondant, différents types de milieux. On le trouve partout au Québec, le sapin. Et souvent, les gens, ils ne savent pas qu'on peut l'utiliser. On a tendance des fois à penser que les plantes abondantes sont moins intéressantes parce qu'elles sont abondantes, mais ce n'est pas le cas. Le sapin baumier, c'est un arbre en fait, qui est vraiment, vraiment extraordinaire, tant au niveau de sa médecine qu'au niveau alimentaire aussi. Donc, pour l'identifier, le sapin, souvent les gens ils se trompent avec l'épinette. Hein? Le sapin, lui, pour le reconnaître, a les aiguilles plates. D'accord? Tandis que les aiguilles de l'épinette, ils roulent entre les doigts, tandis que le sapin, c'est plat. Pour le sapin aussi, son écorce est lisse avec des petites bulles de résine sur son écorce. Tandis que l'épinette, regardez, j'ai apporté ici une petite branche d'épinette pour vous montrer la différence. Déjà, quand on les regarde une à côté de l'autre, on voit qu'elles sont différentes, mais des fois, en forêt, c'est plus difficile quand ils ne sont pas une à côté de l'autre. Donc, pour l'épinette, les aiguilles font tout le tour du rameau, tandis que le sapin, ici aussi, les aiguilles sont plates, juste d'un côté et de l'autre. Quand on touche à l'épinette aussi, ça pique. Hein? Quand on passe la main comme ça, là, vraiment, ça nous pique. Les aiguilles sont piquantes. Tandis que le sapin, c'est assez doux comme arbre quand on y touche. Donc, pour le sapin, il se récolte tout au long de l'année. Les aiguilles comme ça matures de sapin se récoltent les 12 mois de l'année. Ce qui est intéressant aussi avec le sapin,
c'est de récolter les jeunes pousses. Puis là, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que les jeunes pousses, ils s'en viennent. Vraiment, vraiment très, très bientôt. Peut-être même qu'un petit peu plus au sud de Sherbrooke ou même à Sherbrooke, peut-être qu'ils sont déjà arrivés. Moi, chez moi, qui est un petit peu plus haut de Sherbrooke, qui n'était pas encore arrivé, mais ça s'en vient vraiment bientôt. Je vous montre l'exemple parce que l'épinette, ici, j'ai une épinette blanche. L'épinette blanche, elle, ces jeunes pousses, elle arrive un tout petit peu plus tôt. Puis, ils ne sont pas encore sortis, mais c'était juste pour vous montrer ici, vous donner une idée. Regardez, on voit le bourgeon, puis la jeune pousse qui commence, qui est d'un vert tendre. Dans pas très longtemps, là, ils vont grandir assez rapidement, puis on va pouvoir les récolter, ces jeunes pousses-là, ici. Donc, c'était juste pour vous montrer le parallèle entre les deux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on se trompe entre le sapin ou l'épinette, il n'y a aucun problème parce que les deux sont comestibles et médicinales. Les deux peuvent s'interchanger, mais si vous avez envie d'y goûter, vous allez voir, le goût est différent de l'un et de l'autre quand même. Les deux sont assez résineux, mais sont différents. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le sapin? Le sapin, avec les aiguilles, ce qu'on peut faire, c'est une infusion à froid, une genre de limonade finalement. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Comment on peut utiliser les aiguilles de sapin. Donc, les aiguilles de sapin, ce qu'on peut faire pour aller chercher le maximum de saveur dans les aiguilles, c'est de prendre tout simplement des ciseaux et de venir couper comme ça ici les aiguilles dans un petit pot. Donc, on vient couper ici, sans couper le rameau, la petite branche. Même si on la coupait, c'est pas grave non plus. Mais l'idée, c'est que les aiguilles, c'est dans cette partie-là qu'il y a le plus de saveur, que c'est le plus intéressant. Donc, on vient vraiment juste couper ici les aiguilles. Donc, on en coupe plusieurs, comme ça, dans un petit pot, pour faire une petite poignée d'aiguilles, là, pour ensuite venir déposer de l'eau froide dessus les aiguilles. Et ensuite, on fait macérer pendant quelques heures, même pendant toute une nuit, les aiguilles de sapin. Puis là, ça va vraiment faire comme une genre d'eau de sapin. Ensuite, on peut filtrer ces aiguilles-là de notre liquide ou on peut les laisser dedans aussi sans problème. Ça va juste donner plus de saveur. C'est super intéressant d'ajouter aussi un peu de jus de lime, jus de citron, un petit peu de sirop d'érable. Ça nous fait vraiment une limonade au sapin. Ce qui est intéressant avec le sapin, c'est que c'est une plante un arbre, qui est très, très riche en vitamine C. Donc, puis en plus, avec l'infusion à froid, on vient vraiment garder notre vitamine C du sapin, plus que si on faisait une infusion chaude qui détruit une partie de la vitamine C. Donc, avec une infusion à froid, c'est vraiment intéressant comme ça. Le goût est délicieux, puis en plus, on va chercher une bonne dose de vitamine C du même coup. Donc, l'hiver, c'est très, très intéressant de faire des infusions comme ça, des infusions froides au sapin. Donc, ça, c'était pour les aiguilles. Tantôt, je vous ai parlé des pousses. Hein? Je vous les avais montrées sur l'épinette, les jeunes pousses. Donc, ils peuvent s'utiliser de la même façon que ce que je viens de vous dire. C'est juste qu'on ne les couperait pas. Hein? On viendrait juste les cueillir comme ça en tirant dessus avec les doigts. Et on peut en faire aussi une infusion à froid, une infusion chaude aussi. Les pousses goûtent différents des aiguilles. Ils sont vraiment sucrés, aromatiques. C'est vraiment délicieux, les pousses de sapin. On peut aussi les utiliser comme aromates. Donc, un peu comme un condiment. On pourrait, par exemple, remplacer le romarin dans une recette par du sapin ou par de l'épinette aussi. Je voulais vous montrer ici, j'ai apporté des jeunes pousses de sapin. Parce que les pousses de sapin, quand on veut les utiliser longtemps, tout l'hiver, même toute l'année, on peut les faire sécher. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et l'odeur est incroyable des pousses de sapin. C'est vraiment sucré et aromatique. Je vais le mettre dans ma main pour essayer de vous montrer de quoi ça a l'air. Donc voilà, des petites pousses de sapin qui sont séchées.
Quand ils sont secs, en plus, quand ils sont sèches, on peut vraiment bien on peut les mettre en poudre, puis les mettre dans une vinaigrette à salade, on peut les mettre sur un plat de viande, on peut les mettre dans une sauce, on peut les cuisiner vraiment de différentes façons. Donc ça, c'est intéressant à savoir aussi parce que les pousses de sapin, ils sont présentes environ pendant 3 semaines, 4 semaines. Si on est chanceux, on peut en trouver encore. Donc, c'est intéressant de savoir qu'on peut les sécher. Comme ça, ils peuvent nous accompagner vraiment tout au long de l'année une fois qu'ils sont sèches. Donc, voilà pour le sapin et l'épinette. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une plante qui est vraiment plus de forêt, même d'érablière. En fait, les 3 plantes suivantes, c'est plus des plantes d'érablière, des plantes de sous-bois. Donc, voilà ici. Là, elle est un petit peu fanée, mais ça nous donne une idée, puis c'est surtout le rhizome que je voulais vous montrer. Donc, cette plante-là s'appelle la dentaire. Dentaire à 2 feuilles. Regardez ici. On voit, attendez, j'essaie de vous montrer comme il faut. Je pense que je vais la mettre ici. Ici, puis je vais pencher ça comme ça. Ici, on voit, c'est une feuille avec 3 folioles. En fait, elle a 2 feuilles. Ici, avec 3 folioles. Chaque foliole a des dents qui sont arrondies. Et ces feuilles-là sont rattachées à un rhizome. Donc, quand on n'est pas certain, quand on regarde juste la dentaire comme ça, des fois, elle peut ressembler à d'autres plantes. Donc, quand on déterre ensuite le rhizome, c'est vraiment on ne peut plus se tromper, en fait. Le rhizome peut être très, très grand. Puis là, regardez ici, il a cassé là, quand je l'ai cueilli, fait que ça peut être encore plus grand. Et le rhizome a vraiment des dents. Regardez ici. Donc, il y a vraiment des petites dents un petit peu partout sur le rhizome. C'est comme ça qu'on réussit à l'identifier avec certitude. Et la dentaire, maintenant, son habitat, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est les érablières, souvent les forêts assez riches, mais elle apprécie aussi les trouées dans les érablières. Elle aime l'humidité aussi. On la retrouve souvent en bordure, par exemple, de fossés ou de coins un petit peu plus humides. La dentaire, c'est une plante qui est bien particulière. En fait, c'est sa saveur qui est particulière. On l'appelle parfois le wasabi de nos forêts ou encore le rein fort de nos forêts. Donc, pour ceux qui ont déjà goûté au wasabi, au rein fort, vous comprenez, vous avez sûrement le goût en bouche de ce que ça donne. Donc, c'est piquant, c'est aussi poivré. Ce qu'on peut utiliser sur la dentaire, c'est autant le rhizome que les feuilles aussi. Donc, on peut l'utiliser soit juste les feuilles, soit feuilles et rhizome, vraiment les deux. De la façon qu'on l'utilise, moi, ce que je fais, c'est que je la hache très, très, très finement. Des fois, je la mets même dans un genre de mélangeur, finalement, pour qu'elle vienne se couper vraiment en tout petits morceaux. Ça nous fait une genre de pâte ou vraiment des petits morceaux très fins. Et ce qu'on peut faire avec ça, ensuite, c'est l'utiliser comme condiment. Par exemple, dans une mayonnaise, ça fait un peu une sauce tartare. Avec du poisson, c'est vraiment délicieux. Aussi avec des légumes racines, c'est vraiment intéressant, comme une genre de trempette finalement à légumes. Donc, c'est une plante qu'on utilise avec parcimonie. Quand on la cueille, c'est vraiment en petite quantité parce qu'on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup, puis c'est très piquant. Puis c'est une bonne chose qu'on n'a pas besoin de la prendre en grande quantité parce que la dentaire à 2 feuilles, c'est une plante qui est vulnérable à la récolte. Donc, c'est une plante qui, dans le passé, et même encore parfois, qui a été surutilisée au niveau de soit l'alimentation ou même au niveau horticole, elle avait été utilisée beaucoup. Donc, c'est une plante qui a une certaine pression, puis comme je dis, qui est maintenant classée comme plante vulnérable à la récolte. Mais quand on en a dans notre boisée, si vous en avez et que vous la remarquez, vous allez voir, elle pousse en grande colonie. Donc, cette plante-là,
quand elle est présente, comme je dis, il y en a beaucoup. Et comme on n'en a pas besoin de beaucoup, bien, c'est intéressant, on peut la ramasser sans problème. On y va à 1 ou 2 plants, mais même un plant comme ça, on peut se faire vraiment une belle recette. Puis il n'y a aucun problème pour la survie de l'espèce quand on a vu qu'elle est en grande colonie quand elle pousse. Elle est très abondante. Donc voilà pour la dentaire. La dentaire qui est un petit peu ramollie là, avec le transport. Maintenant, une plante que presque tout le monde connaît de par son nom, au moins plusieurs la connaissent aussi ou l'ont déjà utilisée. Voilà, elle est restée belle. L'ail des bois. Donc, l'ail des bois, pour la reconnaître, l'ail des bois, elle porte 2 feuilles. Parfois, on en porte 3 aussi. Ces feuilles sont lancéolées, sont très allongées, ne sont pas dentées du tout. Et elle a un bulbe. Un petit bulbe qui ressemble un peu à une échalote, comme un peu une échalote qui a un petit peu grossi ici à la base. L'ail des bois aussi, on ne peut pas se tromper quand on l'identifie parce qu'elle sent vraiment l'ail. Même ses feuilles, son bulbe aussi, c'est sûr, mais ses feuilles aussi sentent vraiment l'ail. Donc, l'ail des bois, l'habitat, pour ceux qui en ont chez eux ou pas, vous vous en doutez, c'est l'érablière. C'est avec des milieux assez riches dans les érablières. Elle pousse parfois en petites colonies, mais des fois, il y a certains propriétaires qui me disent « Mon Dieu, moi, de l'ail des bois, je ne comprends pas pourquoi elle est protégée. On en a des grandes colonies chez moi. » C'est vrai, à certains endroits, elle est très, très abondante, puis à d'autres endroits, il y en a moins aussi. Donc, je dis pourquoi elle est protégée? Parce que l'ail des bois, c'est une espèce qui est vulnérable, qui a un statut, en fait, elle est protégée. C'est une espèce qui est vulnérable. Puis, je trouvais ça intéressant de vous en parler quand même aujourd'hui parce que je voulais vous donner un truc, comment l'utiliser sans nuire à l'espèce, finalement. Donc, moi, ce que j'aime faire avec l'ail des bois, c'est au lieu d'utiliser le bulbe, parce que de façon générale, les gens, ils récoltent le bulbe qu'ils utilisent comme l'ail qu'on peut trouver à l'épicerie. Mais quand on fait ça, on tue la plante finalement. On tue complètement la plante. On ne lui laisse plus de chance de pouvoir revenir et se reproduire ensuite. Donc, pour l'ail des bois, ce qu'on fait, c'est qu'on peut utiliser seulement une feuille. Donc, comme je disais, elle en a 2 ou 3. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ramasse une feuille d'ail des bois seulement sur le plant. De cette façon-là, ça lui permet de continuer de faire sa photosynthèse, son cycle de vie. Et donc, elle retourne à la terre à la fin du printemps, prendre son énergie dans son bulbe, et elle peut revenir au printemps suivant. Fait qu'on ne tue pas la plante. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec la feuille? Moi, ce que j'adore faire, qui est un truc, je trouve, très simple, rapide à faire aussi, c'est on prend une feuille, comme je disais, par plant, on la hache en tout petits morceaux, OK? Et ensuite, on prend un bac à glaçons. Donc, un bac à glaçons où on vient mettre les feuilles qui sont tranchées finement dans le bac à glaçons. Ensuite, dans les petits cubes là, de bac à glaçons. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met une huile, on remplit d'huile chacun des petits trous du bac. Moi, j'aime utiliser l'huile d'olive, mais ça peut être une autre huile végétale aussi. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces bacs-là et on les glisse au congélateur. Et après, même pas une journée, on va avoir des petits cubes à glaçons d'ail des bois qui vont être gelés. Et là, on peut les prendre et les mettre dans un sac hermétique au congélateur. De cette façon-là, on a de l'ail des bois qu'on peut utiliser assez rapidement toute l'année. Donc, on prend ces cubes-là ensuite. Moi, ce que j'aime faire, c'est, on n'a même pas besoin de les faire dégeler. On les prend et on les met dans une poêle au départ, comme avant de faire sauter des légumes, avant de faire sauter de la viande ou n'importe quelle autre protéine. Ça fait comme un corps gras qui est aromatisé à l'ail des bois. Donc, c'est vraiment intéressant, super facile à faire et on ne nuit pas du tout à la plante de cette façon-là. Donc, ça, c'est intéressant. On peut aussi faire un pesto. Donc là, moi, c'était la méthode hyper simple, huile et feuilles d'ail. Mais on peut aussi faire un pesto. Donc, un pesto traditionnel comme on ferait avec du basilic, par exemple. Donc, on peut faire un pesto de feuilles d'ail des bois et frigo ou congélateur, encore une fois, pour en profiter tout au long de l'année.
Donc, voilà pour notre belle ail des bois. D'ailleurs, l'ail des bois, là, elle tire à sa fin en ce moment. Là, on est vraiment... les feuilles, déjà, ils commencent à être un petit peu plus pâles qu'ils sont au début. Puis bientôt, elle va carrément disparaître du sous-bois pour laisser la place à d'autres plantes de sous-bois qui vont apparaître. Ce qu'il faut savoir avec les plantes printanières, comme la dernière ici que je vais vous présenter, c'est que c'est des plantes qui font leur cycle de vie très rapidement. Hein, ce qu'ils font, c'est qu'ils profitent du fait qu'au printemps, les arbres n'ont pas encore leurs feuilles. Donc, il y a beaucoup de lumière qui est dans le sous-bois, puis ils profitent de ça finalement pour pouvoir faire leur cycle et utiliser la lumière. Donc, généralement, au mois de juin, ces plantes-là, on marche en juin, plus tard en juin ou en juillet, puis on dit, voyons, j'ai pas d'ail des bois, moi, dans ma forêt, ou j'ai pas d'érythrone, ici, la prochaine plante que je vais vous montrer. Mais pourtant, oui, si on vient au printemps, ils sont présentes. Donc, je termine avec une plante, ici, qui je trouve qui fait une bonne suite avec l'ail des bois. Donc, c'est l'érythrone. Elle aussi, elle a un petit peu ramolli avec le transport. Je vais vous la montrer sur la planche pour mieux la voir. Donc, l'érythrone d'Amérique. Souvent, les gens la reconnaissent aussi parce que c'est une belle fleur jaune qu'on voit au printemps, donc on la remarque quand on marche en forêt. Je vous ai amené ici un plant avec 2 feuilles et sa fleur jaune. Là, la fleur est refermée, d'habitude, elle est plus ouverte. Et ici, une feuille tout seul. Pourquoi j'ai fait ça? C'est que souvent, l'érythrone va couvrir notre sol d'érablière avec des feuilles uniques comme ça, sans fleurs nécessairement. Fait que des fois, on se demande, coudonc, est-ce que c'est la même plante? C'est quoi toute cette plante-là que j'ai partout? Mais c'est la même plante. OK? Mais c'est ça. Souvent, on voit plutôt cette feuille-là qui est tout seul. Donc, l'érythrone d'Amérique, comme je disais, dans les érablières, beaucoup en sous-bois, au printemps. Pour l'identifier, elle a des belles feuilles qui sont aussi allongées, hein, un peu qui ressemblaient à l'ail des bois. Mais ce qui est différent, c'est qu'elle a des taches brunes. Voyez-vous? C'est pas parce qu'elle est plus vieille, par exemple, ou moins belle, là, les petites taches. C'est vraiment caractéristique de cette plante-là. Je dis brune. Des fois, c'est brun. Ici, vous voyez, c'est plus pâle seulement. Donc, c'est variable un peu. Des fois, c'est plus brun. C'est variable. Mais bref, elle a des taches. Elle est tachetée. Donc, l'érythrone d'Amérique, certains l'appellent l'ail doux. Donc, c'est vraiment une plante qui goûte aussi l'ail, un peu moins fort que l'ail des bois, mais quand même, qui a vraiment un petit goût d'ail très intéressant. Ce qu'on peut faire avec l'érythrone, simplement, c'est la hacher, comme je disais tantôt avec l'ail des bois, ça serait juste de la hacher, puis de l'utiliser, par exemple, en salade. Donc, elle donne vraiment un petit goût d'ail qui est très intéressant. Donc, voilà pour l'érythrone, une autre plante de nos érablières printanières. Donc voilà, ça vous a donné une petite idée des plantes qu'on peut retrouver à ce temps-ci de l'année en forêt. J'espère que vous avez appris des choses puis que vous allez avoir envie de sortir dehors puis explorer toutes ces plantes-là qu'on a autour de nous. Si jamais ça vous intéresse, chez Culture Innov, on offre des ateliers d'une journée ou de demi-journée pour découvrir ces plantes-là de façon plus approfondie. Vraiment, on va en forêt, on apprend à les identifier, on apprend à les cueillir, puis à les transformer. On offre aussi des ateliers sur les champignons, sur la cueillette, l'identification des champignons qu'on trouve dans nos forêts. Donc, vous pouvez visiter le site web de Culture Innov pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là. Donc, merci beaucoup. Et Joanie, nous avons beaucoup de questions, en fait, pour toi, des questions et des réactions. Donc, on remercie d'ailleurs les gens qui ont été très actifs pendant cet atelier-là. Nous, on aime ça quand vous répondez parce que ça nous permet, en fait, d'échanger directement avec l'expert qui est présent sur place aujourd'hui avec nous. Donc, je remercie d'ailleurs Marianne qui a écrit très intéressant. Et aussi, nous avons Nathalie Soriol qui pose une question intéressante. Et donc, la question qui est, est-ce qu'on peut retrouver l'ail des bois dans les érablières à bouleau jaune? Oui, on peut en trouver. Oui, c'est pas juste... oui, absolument.
Parfait. Et il y a une autre question qui, selon moi, est très pertinente pour les gens qui n'ont pas nécessairement de terre à bois ou de terrain pour aller récolter, en fait, les espèces. Donc, c'est Sarah qui demande, je connais très bien les plantes comestibles, mais ce que je crains le plus, c'est de ne pas pouvoir en récolter sur les lieux de type public. Donc, également, elle se demande, bon, ces lieux-là qui sont plus publics, par exemple, dans un parc, elle va prendre une marche et elle observe une plante par terre. Est-ce qu'elle peut l'accueillir? Est-ce que, bon, niveau hygiène, niveau pollution, niveau sel de route et tout ça, donc c'est ce qu'elle a mis dans son commentaire, là, donc où est-ce qu'on peut se procurer respectueusement et légalement ces plantes-là, autres que des lieux privés là, de terre à bois qu'il faut posséder. Oui, bien, la question est super bonne parce que c'est pas tout le monde qui a des terres à bois, évidemment, et il y a des plantes sauvages quand même partout, comme je disais, autant dans les parcs, dans nos gazons. Il faut toujours, en fait, avant de cueillir, se poser la question. Je ne pourrais pas répondre de façon globale, dire oui, oui, tout ce qui est en milieu urbain, on peut cueillir ou non, on ne peut pas cueillir. C'est pas aussi clair que ça. En fait, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que ici, le gazon, par exemple, il y a eu des pesticides dessus? Est-ce que ce bord de chemin-là est très, très passant? Comme par exemple, moi, je cueille certaines plantes, des fois, en bordure de chemin où je sais que c'est pas très passant et je suis assurée que c'est bien aussi au niveau de la qualité de la plante. Donc, oui, on peut cueillir en milieu urbain, absolument. Il ne faut pas s'arrêter à juste avoir un boisé pour pouvoir cueillir. Il faut vraiment être capable de profiter de ça. Puis, oui, c'est sûr que l'idée, c'est vraiment de s'assurer que la plante est plus saine possible. Donc, vraiment de s'assurer que, de vérifier en fait, puis de se poser des questions. Est-ce qu'ici, il y a des risques qu'il y ait eu des pesticides ou non? J'ai confiance. Au printemps, il y a plein de pissenlits, puis je vois qu'ils ne traitent pas justement. Est-ce que, tu sais, c'est vraiment de se poser des questions. Mais il ne faut pas s'arrêter. Il y a un sapin en milieu urbain, là. On ne s'inquiète pas, on peut ramasser les aiguilles. Évidemment, il faut être sûr qu'on a la permission aussi de ramasser les plantes aux endroits où on les ramasse. Mais oui, je ne m'inquiéterai pas. Il faut juste se poser des questions à chaque fois. Mais il ne faut pas s'arrêter à cueillir, même si on n'a pas de boisé. Et dernière minute d'interaction, si on peut se le permettre. En fait, il y a Eva qui nous demande, c'est très intéressant, mais elle veut savoir comment récolter et utiliser la sève de sapin baumier. Est-ce qu'en moins d'une minute, là, on a une explication pour ça? Oui, je peux faire ça rapido. La sève de sapin baumier se ramasse tout au long de l'année. OK? C'est juste plus facile de la ramasser, la sève, en fait, la résine qu'on trouve dans les petites vésicules là, qui sont sur le tronc de l'arbre. On peut la ramasser plus facilement au printemps et à l'été, en fait, parce que la sève est plus liquide à ce moment-là de l'année. Mais même l'hiver, moi, j'en ramasse l'hiver sans problème. Donc, pour ramasser la sève de sapin baumier, on peut tout simplement prendre nos doigts et venir percer la petite vésicule pour que la sève, pour que la résine coule. Et le truc, c'est qu'on ne perce pas par en haut ou au milieu, ou sinon ça peut vraiment arriver sur nous, là, vraiment. Donc, puis c'est assez gommant. Hein? Fait que le truc, c'est vraiment d'y aller par en bas, puis là, ça vient couler sur notre doigt, puis là, on peut y goûter directement comme ça. Ceux qui ont déjà goûté à la gomme de sapin, vous allez voir, bien, vous le savez en fait, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment puissant. Hein? On le sent dans la gorge pendant longtemps. Donc, c'est vraiment désinfectant au niveau de la gorge. Moi, l'hiver, dès que je sens un petit rhume qui approche, je dis « Ah, on dirait que j'ai un petit mal de gorge ». Je pars en forêt puis je vais ramasser des petites bulles de sapin comme ça pour goûter. Donc, on peut ramasser. Puis moi, ce que je fais, c'est qu'au lieu de prendre mes doigts, je prends une petite branche, une petite branche sèche que j'ai à côté de moi. Je perce comme ça. Puis je peux la prendre un peu comme une tire sur un bâton, là, en fait. Là. Puis on peut le prendre directement et simplement comme ça. Je remercie une dernière fois Joanie pour sa présence aujourd'hui.